biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso neselongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial de l'émission Contre nous soit dit. Vous le savez, ce week-end est déclaré chômé payé. Vendredi, samedi, dimanche et même lundi, en République démocratique du Congo, les gens ne vont pas travailler, mais ils seront payés. Pourquoi? Parce qu'on parle des 2 journées fériées pour nos héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. On commence par le premier, Laurent Désiré Kabila. Il arrive au pouvoir en 97, il est assassiné en 2001. Je vous propose une émission historique sur la vraie vérité de l'histoire de Laurent Désiré Kabila. C'est qui cet homme? Son parcours, son combat, son pouvoir et même son héritage. Laurent Désiré Kabila mérite-t-il d'être aujourd'hui appelé héros national? Laurent Désiré Kabila a-t-il véritablement mené une guerre de libération ou plutôt d'occupation comme certains sont en train de le dire aujourd'hui? Madame, Messieurs, pour discuter de ces questions-là importantes qui retiennent, qui sont des pans entiers de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un aîné, un ami, un frère et un confrère, Joël Kadindanga. Joël, bonjour. Bonjour, cher confrère. Mais ça fait un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Bienvenue, c'est pas la première fois. Mais vous savez que ça a toujours été un honneur pour moi de répondre à vos invitations. Et quoique n'étant pas préparé, je ne pouvais pas refuser de répondre sur ce plateau. Le plus suivi du moment, ça, il faut le retenir. Oui, non, ça, il faut savoir. Vous êtes... Non, moi, je dois le reconnaître. À un moment donné, c'était Kiosque de Serge Kabongo. Et puis, c'est Israël Mutombo, le Sango. À un moment donné, c'est vous et Christian Bossembe et Peter Tiani, le vrai journal. Donc aujourd'hui, on ne peut pas gérer l'opinion sans passer par vous. Ça, il faut le savoir. Ah ben moi-même, je ne me suis même pas rendu compte de ça. Je ne me rends pas trop compte. Bienvenue, meilleurs vœux à vous, bonne année à vous, à toute la famille et tout ça. Merci, je vous réciproque les mêmes vœux. Je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal Impact News. Vous êtes président de la commission des disciplines de l'UNPC. Merci. J'ai entendu certains de vos détracteurs se plaindre du fait que vous avez été élu président de la commission des disciplines de l'UNPC. Vous n'êtes pas venu ici pour ça, j'ouvre quand même une petite parenthèse, parce qu'on dit de vous que vous êtes tshisekédisé. Comment est-ce qu'on peut donner une commission chargée de sanctionner des journalistes à un journaliste réputé, connu mondialement pour être un tshisékédiste, pour défendre Tshisekedi? Si quelqu'un qui a des tendances de Kabila commettait des erreurs contre l'éthique et la déontologie,
on pourra dire que c'est un Tshisekedi qui les sanctionne. Est-ce que vous vous sentez à l'aise à ce poste-là alors que vous êtes réputé être proche de Tshisekedi et quelqu'un qui défend la ligne tshisekediste? Bon, je crois qu'il y a lieu de distinguer deux choses. La première chose, on ne peut juger le journaliste que conformément à le code d'éthique et de déontologie. Et ce code, c'est la loi. Et le juge n'a que deux autorités au-dessus de lui. Sa conviction et en plus, c'est la loi. Ça veut dire les règles qui gèrent cette profession. Je ne vois pas en quoi une ligne éditoriale adoptée par exemple par mon journal pourrait avoir de l'influence sur le traitement des questions, des affaires qui concernent les pairs. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul en tant que président. Les décisions du tribunal sont soumises au vote de la majorité des juges. Ils sont 12. Et la voix du président ne peut peser qu'en cas d'égalité de voix. Donc vous comprenez, même lorsque certaines personnes peuvent dire non, il a fait ceci, il a fait cela, le président n'est que celui qui gère la police du débat. Ça n'a rien à voir. Et peut-être la signature. Mais vous ne pouvez pas prendre une seule décision contre un père sans que cela ait été traité, c'est-à-dire sans que la personne... C'est différent. Dans l'ancien temps, vous pouvez être ici chez vous, vous apprenez que vous avez été radié, sans avoir été au préalable entendu. Et donc, cela n'est jamais arrivé. Mais est-ce que vous vous sentez à l'aise comme journaliste avec toutes les années de carrière que vous drainez avec vous, M. Kadé, que nous ayons aujourd'hui des journalistes réputés tshisekédistes comme vous, comme Christian Bossembe, comme... les gens, certains les disent aussi à d'autres, ou encore des journalistes kabylistes, cette tendance-là d'avoir des journalistes connus comme étant des journalistes et de ceci, est-ce que ça ne dérange pas? Bon, en fait, ça, ce sont les stéréotypes que vous-même vous créez, particulièrement vous qui posez cette question, ou soit l'opinion qui analyse, qui trouve que Christian Bossembe pro-tel, Innocent Olenga pro-tel et contre tel. Non, l'information reste impersonnelle. Et l'information a les critères pour qu'elle soit traitée comme information. Ça veut dire répondre aux questions qui, quoi, qui. Donc nos 6 questions. Et que ces 6 questions répondent également à la vérification de cette information. Vous ne pouvez pas alléguer des choses sans preuve. Et donc, il faut distinguer, j'ai toujours dit, un éditorialiste d'un journaliste qui traite les faits. Et c'est ainsi qu'il est demandé aux journalistes de s'éloigner de faits, il y a les journalistes factuels. Vous n'allez pas interdire à quelqu'un de faire un éditorial. Vous n'allez pas interdire à Bossembe de faire une tribune au travers laquelle il donne un point de vue qui est sien. Il y a des plateaux sur toutes les grandes télévisions du monde où les journalistes viennent pour débattre, chacun avec son point de vue, censé être lié à la ligne éditoriale imposé à sa chaîne ou à son organe de presse. Donc c'est ici un peu où il y a une sorte d'exagération, une sorte de haine, une sorte de jalousie développée lorsque vous pouvez voir telle personne arborer, par exemple, une telle ligne éditoriale, parce que dans le traitement de l'information, il n'y a pas de penchant. Dans le traitement de l'information, il n'y a pas de tendance, parce que l'information doit répondre à tous les critères fixés par la science du journalisme. Joël Kadendanga, merci de répondre à ces questions, mais je vous ai fait venir ici pour que nous analysions un peu le combat de Laurent Désiré Kabila. Vous le savez, Kabila a été assassiné en 2001, aujourd'hui il a été proclamé héros national, et là, aujourd'hui donc les gens n'ont pas travaillé parce que nous sommes les 16, c'est une journée déclarée chômée et payée, on en parlera, mais qu'avez-vous, quand avez-vous entendu parler de Kabila? Qu'est-ce que vous connaissez d'abord de cet homme? Je voudrais qu'on parle de Kabila l'homme, Kabila combat, Kabila parcours, Kabila présidence et Kabila héritage. On dit de lui qu'à un moment donné, c'était un marchand de l'or. On dit de lui que c'était un révolutionnaire. Est-ce que vous pensez que Kabila était un politique rompu, un révolutionnaire ou plutôt un commerçant? Bon, d'abord, à la première question, de savoir quand est-ce que j'ai entendu parler de Kabila, c'était sur les bancs de l'école, lorsque nous avons appris l'histoire de notre pays, que c'était quelqu'un qui avait déclaré, lorsque Lumumba est mort, que je serais un deuxième Lumumba dans ce pays. Et son père avait été tué, toujours dans la quête de la guerre pour l'indépendance de notre pays, M. Taratibou, et qu'il a développé ces penchants-là qu'en 1964, il s'est joint aux autres pour mener la guerre, pour défendre un peu la mémoire, le personnage, les combats, la lutte de Lumumba.
et que les Nations Unies sont intervenues, Tchombe est intervenu et qu'ils ont été boutés dehors. Et entre 1964 jusqu'en 1981, on n'a plus entendu parler de lui. On l'a perdu des radars. On l'a perdu et c'est pendant cette période-là qu'on dit de lui qu'il était dans le commerce de minerais, notamment de l'or. Pendant cette période, on n'a pas parlé de lui. C'est un peu vers les années 1984 que l'on va reparler de lui cette fois-là dans la guerre de Moba 1 et Moba 2. Et est-ce que c'était des guerres pour la conquête réellement du Katanga ou de la République démocratique du Congo? Ça reste à vérifier parce qu'il a été maîtrisé par le général Mayele. Et après ça, on va entendre parler de lui en 1992, lorsqu'il y a la conférence nationale souveraine, lorsqu'il va adresser sa lettre, je crois, au président Omar Chelle Mobutu pour participer à cette conférence. Et de 1992 jusqu'à 1996, ça s'est passé encore un silence, s'est établi dans son parcours, on n'a plus entendu parler de lui. Quand les Banyamulenge d'abord réclament leur nationalité congolaise, vous allez vous rappeler notre ancien président de l'UNPC, Moutiri Bachara, donc il est de ce groupe-là, ils ont réclamé leur indépendance, leur nationalité, et du coup, la guerre a commencé. Et lorsque la guerre commence, ce sont les Banyamulenge qui réclament, ils sont victimes de la discrimination. Là, nous sommes déjà aux alentours de 96, 85, 95, on est déjà en 96. On est déjà vers septembre-octobre 1996. Les Banyamulenge, ainsi de suite. Et la ville de Bukavu tombe, la ville de Goma tombe. C'est ainsi qu'on voit le porte-parole du mouvement rebelle. Cette fois-là, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et qui s'est constitué autour de 4 leaders, Gandou Kisase, Assel Massassou et Mzee Laurent Désiré Kabila et Bouguera. Ils ont formé leurs 4 partis politiques, se sont réunis dans ce que l'on a appelé Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et c'est au fur et à mesure qu'ils avancent que ils sont accueillis par les drapeaux de l'UDPS. On va parler de ça. Revenons sur la guerre. Vous dites que déjà 96, Bukavu Goma tombe, une sorte d'alliance des forces se retrouve autour de ces 4 hommes. Mais est-ce que c'est véritablement ces gens-là qui mènent le combat? Parce que selon certains historiens, on dit que la guerre de 96 et 97 qui amène Kabila au pouvoir était une guerre pensée par le Rwanda et que Kabila Laurent était une marionnette qu'on est allé pour le besoin des arianiser ou plutôt congoliser la guerre qui était menée pour des raisons géostratégiques et sécuritaires par le Rwanda et l'Ouganda. Bon, j'ai compris. Quand vous m'avez appelé 30-45 minutes avant cette émission, si je me suis senti à l'aise pour venir, parce que mon travail de fin d'études en deuxième licence en relations internationales en 2001 a porté sur les sujets. Donc c'est pourquoi je ne me trompe pas sur... Donc vous êtes un expert dans le domaine, oui, vous connaissez vraiment, bien. Par rapport à cette guerre-là, Dieu nous a fait grâce et on a mené des recherches qui nous ont permis de maîtriser la chose. La guerre contre le Zaïre a été pensée par les anglo-saxons, par les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, qui ne voulaient plus de Mobutu. Et comme ils ne voulaient plus de Mobutu et qu'ils avaient besoin d'une reconfiguration de rapport de force au niveau de la région de Grand Lac, ils ont désigné Museveni et Kagame. Museveni qui a pris le pouvoir en 1987 avec l'appui de Mobutu. Et lorsqu'il a pris le pouvoir contre Amin Dada, je crois, il prend le pouvoir. Kagame et le général Obed, dont Kagame était adjoint, ils ont maintenant mené la guerre vers le Rwanda. Et jusqu'à ce moment-là, tous les Tutsis qui étaient rwandais mais qui étaient en Ouganda étaient de nationalité ougandaise. Alors c'est avec l'armée ougandaise que l'on va mener la guerre de 1990 contre le pouvoir Hutu de Kigali et le pouvoir qui a été entre les mains du président Abiyarimana. Ouais. Et on commence... J'ouvre une parenthèse, permettez-moi. Vous dites que la guerre a été pensée par les anglo-saxons qui ne voulaient plus de Mobutu, qui voulaient une réconfiguration. Mais on nous dit aussi quand même que Mobutu, c'était le gendarme de la CIA. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement
les États-Unis et la Grande-Bretagne puissent désavouer ou plutôt vomir ainsi Mobutu. Il y a eu un problème entre ces puissances-là et les Zaïre. Non, non. Écoutez, Mobutu c'était le gendarme. Il constituait pratiquement les boucliers entre le communisme durant la guerre froide. C'est-à-dire pendant qu'il y avait deux forces. D'un côté, vous avez les États-Unis d'Amérique et de l'autre côté, vous avez l'Union soviétique, l'URSS. Et tous ces deux pays, comme ils se combattaient, c'était lui le président, pratiquement le chef de file de capitalistes. Et ainsi, il pouvait faire face à l'Angola, au Mozambique, à tous les pays où il y avait les socialistes, et même notre Congo-Brazzaville ici, qui avait pour idéologie à l'époque avec Abbé Youlou le socialisme, donc qui tentait de se rapprocher plus de l'union, du bloc soviétique. Lorsque il y a eu la perestroïka, le mouvement qui est venu de l'Est, et les démocraties étaient imposées en Afrique. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait encore s'opposer. Et par conséquent, il fallait que Mobutu cède. Et en cédant, le moment est passé très longtemps entre, vous allez constater qu'au Bénin par exemple, la conférence de 1990, on libéralise le système politique et qu'en 1991, directement, les élections sont organisées et Mathieu Makerekou cède le pouvoir et c'est allé plus vite. Et dans d'autres pays aussi, 2 ans après, il y a eu des élections comme au Mali, partout ailleurs. Mobutu n'a pas compris que le système a changé. Mobutu n'a pas compris que le système avait changé. Alors, les États-Unis d'Amérique, eux, et la Grande-Bretagne ont compris avec l'influence également de la France, parce que nous entrions dans un système international multipolaire. Nous étions dans un système international bipolaire. Cette fois-là, c'est un système international multipolaire où la Chine s'est bousculée pour les contrôles de l'Afrique, la France s'est bousculée pour les contrôles de l'Afrique, et vous avez le nouveau dragon. Ça veut dire les nouvelles puissances économiques, notamment l'Inde, vous avez l'Indonésie qui se bouscule, la Corée du Sud qui se bouscule pour le contrôle de l'Afrique centrale. Alors les États-Unis d'Amérique ont eu peur qu'ils peuvent, dans cette nouvelle configuration des rapports internationaux, perdre le contrôle de l'Afrique centrale et le contrôle des minéraux. Vous savez, lorsque vous avez la République démocratique du Congo dans votre poche, vous avez un peu la gestion, non seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Vous avez toutes les richesses du monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et on va désigner Museveni. Et Museveni mène la guerre après Kigali, Kagame et Obed pour renverser Abiyarimana. Et quand Abiyarimana est renversé en 1994, qu'est-ce qui se passe? Ce sont toutes les troupes, donc les gens qui ont traversé, toute une armée avec armes, munitions et consorts qui traversent pour venir à Goma, s'installer à Goma. Donc ce sont les forces armées rwandaises qui viennent s'installer, les LFDLR qui viennent s'installer. Alors, il y aura... Pour la plupart Hutus, parce que l'armée à cette époque-là, Biarimana, c'était composé par... D'une manière générale, essentiellement, c'était les Hutus. Ce qu'on appellera les Interamwe après. Exactement. Ça veut dire... Mais maintenant, c'est là que les Tutsis, qui se font appeler Tutsis congolais, se sont fait appeler... se sont sentis en insécurité. Alors, d'ores et déjà, en 1994, l'on se préparait comment attaquer le Zaïre. Comment on va procéder? Il faudrait qu'on recrute les opposants au régime de Mobutu. Et les opposants, on va les retrouver, les recruter où? On doit les recruter dans le peuplade rwandaise qui se trouve au Congo. Parmi lesquels les Tutsis, qu'on appelle Banyamulenge. Et c'est là qu'on va les recruter. Mais il fallait quand même que ça n'ait pas une image, parce que les Congolais sont trop liés aux faciès. Donc il fallait quand même qu'on trouve un Muntu qui peut donner de la couleur zaïroise à cette guerre d'agression. C'est ainsi que j'ai toujours dit qu'il s'agit de la guerre de 1996 ou de 1998. Il n'y a jamais eu de guerre de libération. C'était une guerre d'agression. Et on a fait... C'est grave ce que vous dites. En 1996, Laurent Désiré, ce n'est pas une guerre d'agression. La guerre est pensée, c'est pas une guerre de libération, mais c'est une guerre d'agression. C'est le Rwanda qui pense et qui veut donner la couleur zaïroise. C'est comme ça qu'ils vont aller recruter Kabila. Ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui pense la guerre comme nous fait croire. Je vous dis, depuis les guerres de rébellion de 1964, et en dehors de la guerre de Moba 2, en dehors de la guerre de Kolosi de 6 jours,
il n'y a plus jamais eu de rébellion dans notre pays. En 1996, c'est une coalition burundo, ougandais, rwandaise qui a agressé la République démocratique du Congo avec leur armée officielle. C'était une agression. Mais le problème à ce moment-là, c'est quoi? Ils agressent pourquoi? Pour repousser les Interahamwe ou pour contrôler le Congo? C'est quoi l'objectif, la stratégie? Au départ, l'objectif du Rwanda et de l'Ouganda, c'était de repousser les Interahamwe à l'intérieur du pays. Parce que vous allez vous rappeler même, il y a une vidéo de l'ancien Premier ministre, le patriarche Kengwa Wadondo, qui dit, on lui a demandé, il a demandé qu'on puisse prendre les réfugiés rwandais pour les ramener conformément à la convention sur les réfugiés, qu'on les ramène à plus de 300 km de leur pays, de leur pays d'origine. Mais on a refusé. Et on a voulu que l'on garde et les éléments armés jusqu'aux dents avec leurs armes, avec leurs munitions, qu'on les garde tout près du Rwanda. Et le Rwanda et l'Ouganda se sont sentis en insécurité. Et par conséquent, parce que tous les jours, aussi l'armée rwandaise qui était ici, des Hutus essentiellement, menaçait d'aller récupérer le pouvoir au Rwanda. C'est-à-dire que les nouveaux maîtres du Rwanda, les Hutus, c'est pas les Hutus, Kagame, quand il prend le pouvoir, lui c'est un Tutsi. Il se sent en danger du fait qu'à la frontière, à la porte, il y a les Interahamwe qui ont traversé avec les armes. Mais c'était une armée, ce n'était pas seulement les Interahamwe. Les Interahamwe, c'est comme une milice. C'était les forces armées rwandaises qui étaient en train de s'exercer sur le sol congolais. Et ils avaient la latitude de se défendre. C'est ainsi qu'ils ont exporté leur guerre entre Hutus et Tutsis qui devrait se passer au Rwanda pour l'exporter en République démocratique du Congo, aujourd'hui en République du Zaïre. C'est ainsi que leur objectif au départ, c'était venir déstabiliser les camps des réfugiés où s'exerçaient certains militaires de l'ex-FAR afin de les retourner. Et d'ailleurs, quand vous regardez les premières images d'octobre 1996 jusqu'à novembre 1996, vous allez voir que ils ont tiré les réfugiés en violation de la Convention relative aux réfugiés, signée par tous les États et dont le Rwanda est membre. Ils ont tiré dans le camp. Et il y a eu beaucoup de morts. C'est là qu'on parle par exemple de massacre de Tingi-Tingi. Ils ont poursuivi les Interahamwe, ils ont poursuivi les FAR jusqu'à Tingi-Tingi. Ils ont tué. Vous allez vous rappeler du rapport Garreton, lorsqu'on parle du massacre tout près de Kisangani, où le général Hippo était pratiquement commandant, ensemble avec le général James Kabarebe. Vous parlez de quel Hippo, hein? On l'appelle commandant Hippo. C'est le nom du général Joseph Kabila. Non, je ne parle pas de Hippolyte Kana, mais je parle du général Hippo. C'est son nom dans l'armée. Tout le monde à l'époque le savait. Et donc, l'objectif c'était, on repousse, on neutralise les camps et on n'avance pas jusqu'à Kinshasa. Mais maintenant, donc, voilà, là où ça va arriver, là où les choses vont changer. Vous allez prendre la parole. Vous soulevez quelque chose d'important que les Congolais voudraient comprendre. Quand vous parlez du général Hippo, donc vous parlez de Joseph Kabila qui rentre et qui participe à cette opération des massacres et j'allais dire de repoussage des Interahamwe vers l'intérieur du pays. Joseph Kabila est là avec... À ce moment-là, c'est lui le chef des opérations. C'est pourquoi dans le rapport Garreton, qui a été mené d'ailleurs, ils étaient ici, Mouzé Laurent Désiré Kabila leur avait refusé d'aller à l'Équateur, mais finalement ils sont partis. Le rapport Garreton parle du commandant Hippo, c'était lui qui était le chef des opérations dans le massacre de Tingi-Tingi. L'histoire doit le retenir. L'histoire doit le retenir. Mais comprenez là où les choses vont basculer. Ok. Pour aller à Kinshasa. D'accord. Le président Gandou Kisase, pour qui on parle peu, et Mouzé Laurent Désiré Kabila, constate que lorsqu'ils sont en train d'avancer, ce sont les populations qui les accueillent sans guerre, sans que le sang ne coule. Alors pourquoi ne pas marcher jusqu'à Kinshasa? C'est là que les missions de la guerre d'agression vont changer. Et c'est peut-être à ce niveau que l'on peut parler de la rébellion, parce qu'à ce niveau-là, non, pas seulement les Tutsis qui ont agressé la République démocratique du Congo, sur qui on avait établi comme porte-parole Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais maintenant on demande aux jeunes du Kivu, sud et nord Kivu, d'intégrer l'armée.
Et c'est là que même leur intégration dans l'armée avait été pratiquement forcée. On va prendre tous les Kadogo, tous les jeunes gens, tous les enfants entre 13 et 15 ans pour entrer dans l'armée. Et c'est ainsi que vous suiviez la chanson Aliona Madoa Doa, Aliona Kadogo, Aliona Kadogo, Akafunga musique. Ça veut dire il a vu les Kadogo, les petits enfants, et ils ont pris fuite. Et donc, c'est à partir... Donc l'objectif change par rapport à l'attitude. L'objectif change par rapport sur le terrain. Oui, parce que l'armée zaïroise ne réagissait pas. Donc ils ne se battaient même pas. Et plus rapidement, ils se rendaient. Et malheureusement, quand ils se rendaient, les Rwandais les tuaient tous. Et on a perdu des officiers. Tous ceux qui étaient à l'époque ont été largement, viralement tués par les Rwandais. Et il y en a les témoignages, bientôt peut-être comme le régime peu à peu est en train de changer, les gens pourront commencer à témoigner. Mais ça c'est dans le cadre de nos recherches. C'est ainsi qu'à partir de là, Mouzé prend pratiquement le contrôle et prend pratiquement la tête. Mais pour le contrôler, on met comme secrétaire général Bouguera. Et on avance, les villes tombent, Kisangani, il y a eu... Langandou Kisasi est là, Massassou aussi est là. Oui, Massassou est là. Le quatuor est toujours formé. Oui, non. Au niveau de Goma, lorsque Ngandou voit qu'il n'y a plus de résistance, qu'est-ce qu'il dit à Mouzé et aux autres? Je crois que les Rwandais peuvent rentrer. Nous les avons aidés à atteindre leur objectif. Maintenant, nous pouvons marcher seuls jusqu'à Kinshasa. Ils ont déjà repoussé les Interamoués à l'intérieur, oui. Ils ont repoussé les phares à l'intérieur, ils ont même assassiné les gens, ils peuvent rentrer. Les objectifs de l'agression avaient été largement atteints, même au-delà. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'ils rentrent. Et lorsque ils apprennent ça, on va abattre Ngandou Kisasi. Paix à son âme. Et quand il meurt... Ngandou Kisasi est décédé dans ces conditions-là. Il est décédé dans ces conditions. Assassiné par le Rwanda. Assassiné par les Rwandais. Et ils vont rester 3 jusqu'à marcher jusqu'à Lubumbashi, Bujima et Kouananga. Donc il reste Laurent Désiré Kabila, Bouguera et Massassou. Oui, c'est avec eux qu'ils vont arriver jusqu'à Kinshasa. Et lorsqu'ils prennent... Et vous disiez, alors, à ce moment-là, le Rwanda, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Kabila en tête, on prend un Bouguera qui, lui, a des morphologies rwandaises. Je ne sais pas s'il est aussi rwandais, de nationalité peut-être. On lui colle à la peau. Oui, on lui colle à la peau, c'est lui qui gère tout. Donc l'administration est consort, l'armée est consort, c'est Bouguera. L'armée est consort, c'est James Kabarebe. L'administration, l'armée est consort, c'est... comment il s'appelle? Bizima Karamuhuto et consort. Donc lui, c'était juste pour, lorsque une ville tombe, lui vient pour tenir un meeting en Swahili, comme il savait bien parler le Swahili de l'Est. Donc lui vient juste à la fin. Donc on ne le sortait que quand une ville est déjà tombée, lui maintenant vient pour faire un discours. Donc c'est une marionnette. Laurent Désiré a été une marionnette du Rwanda alors. Je ne voudrais pas prononcer ces mots-là. Ou un placebo comme Martin Foyle l'a fait. Bon, je ne voudrais pas prononcer ces mots, mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire, c'est le rôle qu'il jouait jusqu'à Lubumbashi parce qu'il n'avait pas de troupes. Et vous allez voir, il y a un film documentaire, je crois, de Thierry Michel, où Museveni dit, en tout cas, c'était pas parce qu'ils aimaient Kabila, Mouzé Laurent Désiré Kabila, ils s'en sont servis. Et il faut voir le mépris avec lequel James Kabarebe parle de la première rencontre, parce que c'est lui qui a amené Mouzé Laurent Désiré Kabila chez Kagame. Et il faut voir avec quel mépris il parle de lui. Et donc, lui venait tout simplement, même au niveau du Maniema, lorsque Chadari est devenu vice-gouverneur, il était à l'époque président fédéral de l'UDPS. Vous allez faire une petite observation. Partout les villes sont tombées, les élections étaient organisées, ces élections-là, d'une manière générale, se passaient dans les stades. Mais levées. Et ce sont les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ont gagné ces élections-là partout, en dehors du Katanga, où Mouzé a imposé Gaëtan Kakouji comme gouverneur. Mais partout ailleurs, les élections étaient organisées et ceux qui gagnaient ces élections-là, c'était les gens de l'UDPS. Et ce sont eux qui facilitaient la tâche aux troupes d'entrer dans plusieurs villes. C'est ainsi que vous verrez, c'est Kankou à Mbujimaï, c'est Chimbombo à Kananga, et c'est Chadari et son autre titulaire là, au niveau du Maniema, et ainsi partout. Et c'est ainsi qu'ils vont arriver à Kinshasa. Et lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, Mouzé nomme comme qui chef d'état-major général James Kabarebe. Un Rwandais. Un Rwandais. Et c'est lui ils arrivent à Kinshasa, les trios donc. Ouais. Vous parlez de Laurent Désiré Kabila,
de Massassou et de Bouguera. Et vous allez voir qu'eux sont arrivés avant. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu par la suite. Et quand Mouzé arrive à Kinshasa, on organise les élections du gouverneur de Kinshasa. Il arrive par la suite, il fait son meeting au stade de Martyrs, qu'il va transformer en stade de Martyrs. C'était encore juste là, stade Kamagnola. Et il va faire son meeting. Et cette fois, qui fait presque le chef du gouvernement, qui fait pratiquement son adjoint, c'est Bouguera. Et l'armée, c'est James Kabarebe. Donc à un moment donné, il n'avait même pas le contrôle de lui-même. Et l'armée également, c'était Massassou, dont un parent est rwandais. Et là, Tshisekedi vient le voir. Entre-temps, Massassou est de l'Est aussi, non? Du côté de son papa. Masassou est du Sud Kivu. Ngandou Kisase aussi. Ngandou Kisase est du Nord Kivu. Non, Ngandou Kisase est il est du Sankuru. D'accord. De par son père, mais sa mère qui serait une Ougandaise. Donc c'est quelqu'un du Sankuru, c'est quelqu'un du Kasaï. Malheureusement, on ne parle pas trop de lui. Et pourtant, il a beaucoup contribué dans ce que l'on finira par appeler la guerre de libération. Et quand il arrive, Tshisekedi lui demande, est-ce que nous ne pouvons pas payer la facture de la guerre? Nous, nos amis, nous les remercions et nous travaillons. Ce sont les Bouguera. Et comme la ceinture de sécurité, c'était de Rwandais essentiellement, ils vont refuser que Tshisekedi ne voit Mouzé Laurent Désiré Kabila. On va les reléguer chez lui à Kabiakamanga. Et les choses vont évoluer. Mais les gens, comme ils avaient un autre agenda de dominer la République démocratique du Congo, ils tuaient facilement les Congolais. Vous vous rappellerez Tumbo Takumaliza. Hein, les Congolais se sont habitués. Takumaliza, et quand un Rwandais vous dit Takumaliza, c'est directement il vous abat. Et c'est ainsi que pratiquement Mouzé, voyant cela, et c'est là que les esprits nationalistes et révolutionnaires vont se réintroduire en lui. Il dit niet. Et pendant ce temps, il a échappé à plusieurs empoisonnements. Avant d'arriver à l'empoisonnement et à la rupture entre Kabila, Ngandou, Massassou décède comment? Qui est responsable de la mort de Massassou? Et pourquoi on les tue? Oui, Massassou menait une guerre au niveau de Pouito. Et là, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est avant ce dont vous parlez. Si vous voulez que nous parlions de Massassou, laissons alors que nous traversons 1998. Ok, on arrive. Le Rwanda gagne sa première bataille qui était d'éloigner la menace des forces armées rwandaises, l'ancienne armée d'Abiyarimana. Il tue les gens, notamment à Tingi-Tingi. Vous dites qu'à l'époque, c'est le commandant Hippo qui est chef des opérations, sous la bénédiction de M. James Kabarebe. Et il progresse, il se rend compte que les villes tombent les unes après les autres sans combattre et que l'accueil est bon. Ils arrivent à Kinshasa. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est Laurent Désiré Kabila qui se rend effectivement compte que ces gens ne nous aiment pas, que j'ai fait une erreur. C'est une révolution des palais que Laurent Désiré Kabila va mener pour libérer des Rwandais. Non, là maintenant il est animé un peu. Il s'est ressenti maintenant un Lumumbi sans lui. Il s'est ressenti congolais en lui. Il s'est ressenti katongais en lui. Il y a un esprit un peu boulobakatique qui lui entre un peu, Moulouba Ibukata. Et quand ça le pénètre, il dit niet. Et pendant ce temps, il y a eu plusieurs attentats au niveau de sa propre maison. Le Rwanda voulait éliminer Laurent Désiré Kabila. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait l'impression qu'il ne les contrôlait plus. Il ne les contrôlait plus. Et parce que lui aussi, c'est ainsi qu'il va demander qu'il rentre chez eux. Et quand il rentre chez eux, on va apprendre que non, tel, il est malade, notamment, comment il s'appelle, Bizi Makara est malade, il demande d'aller en Afrique du Sud. Tel notre frère ici demande d'aller en Afrique du Sud. Et lorsqu'ils sont partis en Afrique du Sud... Vous parlez du cas de Rouberois. Heureusement que vous savez lire mes pensées. Alors, donc tous partent un peu comme s'ils allaient aux soins. Et pendant qu'ils s'en vont aux soins, parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait mis en place cette fois-là des mécanismes de s'autodéterminer. Mais malheureusement, il n'était pas encore totalement libre parce que sa ceinture de sécurité, quoi qu'il ait fait recruter plusieurs Balubakat au sein de ce qu'on appelait à l'époque GSSP, groupe spécial sécurité potentielle, notamment les Edi Kapende et les autres. Ouais. Et puis Edi Kapende avait pris un peu le contrôle de beaucoup de ces jeunes gens-là qu'il a essentiellement et principalement lui-même recruté. Et on a senti cela. Et quand ils partent, ils déclarent la rébellion là-bas. Et il y a un avion
qui est descendu à Kitona, nous avons vu avec vous, et qui a pris pratiquement le contrôle de Mwanda. Ils ont avancé jusqu'à Boma et finalement ils seront repoussés par l'Angola. Et c'est grâce à l'Angola que nous avons été sauvés. Et la guerre commence. D'un côté, vous avez le RCD qui avance et il va se disloquer en plusieurs groupuscules, dont Boussanyamou ici d'un côté, celui Lumbala de l'autre côté, Wambadja va rester. Et la stratégie maintenant du Rwanda, quand il avance cette fois-ci, il ne laisse plus tellement les contrôles de ceux qui sont au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On commence la guerre, on veut attaquer par Bas-Congo, par Congo central, on utilise un Congo, Wambadja Wamba. Et quand on arrive au niveau du Kivu, on veut attaquer Kivu, on place quelqu'un du Kivu. Et comme on est à l'étape du Katanga, on prend Ilunga, je crois Émile Ilunga. C'est lui qui devient président. Mais eux-mêmes sont en train de tout contrôler en bas, au niveau du RCD. Et quand ils veulent attaquer le Kasaï, notamment le Sankuru, ils prennent le docteur... celui qui a été accusé de viol, c'est qui? Onusumba. Et donc, au fur et à mesure qu'ils évoluent pour attaquer une ville, et même quand ils arrivent au niveau du maniement, on fait passer Alexis Tambomamba, il devient comme le porte-parole. Donc tout ça c'était parce qu'ils ont étudié les Congolais, ils savent que les Congolais est très poussé vers la culture paroissiale. Lorsqu'il va savoir que non, c'est Ilunga Muluba Ibukata, il va se rallier facilement. Lorsqu'ils vont savoir que non, c'est notre président Moutetela qui est là-bas, parce qu'à l'époque, Onusumba était médecin ou étudiant en médecine à Lubumbashi. Et il est parti de Lubumbashi vers l'Afrique du Sud, et parce que là on avait besoin de lui. Donc leur stratégie, parce qu'ils savent que les Congolais sont vraiment tribalistes, donc ils sont pas tribalistes, ils sont vraiment trop liés à leur culture paroissiale, ils sont liés à leur famille, à leur province, et ainsi de suite. Et la stratégie maintenant, on place à la tête quelqu'un de cette province que l'on veut occuper. Et c'est ainsi qu'ils avançaient. Mais malheureusement, lorsqu'arrive l'étape définitive, maintenant de négocier avec les Congolais, là vous voyez mon frère en Christ, le diacre de mon église, qui finalement est devenu pasteur, le frère Azarias Roubewa. C'est lui qui est placé en avant. C'est lui maintenant qui est placé en avant. Et là c'est pour ne plus être dupé. Et c'est ainsi que maintenant leur objectif, comme ils ont gagné à repousser la menace, leur objectif maintenant c'est obtenir la nationalité globale de tous les ressortissants rwandais. Et ils vont l'obtenir dans l'accord de Sun City. Bien avant cela, l'accord de Lusaka signé, je crois, en 1999, Mouzé, au lieu qu'on envoie des experts en diplomatie ou en négociation, on va envoyer des gens comme ça. Notamment une nièce de l'ancien ministre des Affaires étrangères, paix à son âme, Abdoulaye Ndombassi. Et on va signer l'accord qui a consacré pratiquement la partition de la RDC. Parce que là où se trouvait le MLC, il gérait comme toute la République, l'administration, la territoriale. Donc, c'est ces jours-là pratiquement qu'on a obtenu la balkanisation de notre pays. Parlez-nous un peu de Massassou. Je voudrais bien savoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Alors, 98, le Rwandais rentre chez eux, Bouguera fouille, Bizimakara fouille, Roubewa est parti, Bouguera est parti, les Niaruga, tout le monde. Pas Laurent Désiré, à ce moment-là, il reste avec comme allié de départ que Massassou. Il n'était plus resté qu'avec Massassou. Massassou dirigeait les opérations dans l'aile Pueto. Pueto, c'est dans le Grand Katanga à l'époque. Dans le Grand Katanga à l'époque. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila a acheté des équipements très sophistiqués. Et on a pris Pueto. Et on a mis en déroute les éléments du RCD, ils sont partis. Et à l'époque, qui est le gouverneur du Katanga pour le compte du RCD, paix à son âme, c'est un ami, Moïse Chokwechembo. Il est mort il y a une année. Et quand ils ont perdu cette guerre, il y a eu 2 généraux de Mouzé Laurent Désiré Kabila, dont le moment n'est pas encore venu, mais ils se reconnaissent, qui vont abandonner tous ces équipements à Pueto. Et ils vont les laisser. Et
Massassou quitte là-bas et fait rapport à Mouzé. Mouzé décide que ces gens soient jugés par la cour martiale et condamnés. Les gens transforment la chose, ils disent que non, c'est Massassou. Et on va juger Massassou en brousse et on va l'exécuter. C'est pas Laurent Désiré Kabila qui a fomenté la mort de Massassou, c'est pas lui. Pas du tout. Ce sont ceux qui ont fait en sorte que les équipements, je dis bien le plus sophistiqué. Et lorsque Mouzé disait que la guerre va partir jusque chez l'agresseur, il ne s'est trompé pas. Parce qu'il avait vraiment pris tous les risques. Au niveau de l'université de Lubumbashi, quelques ingénieurs déjà avaient commencé à fabriquer. C'est ainsi que Mouzé va décider de faire arrêter l'un de ces deux généraux. C'est qui? Non, mais à un moment donné, on nous dit également que dans l'axe Poueto, c'est le commandant, ce que vous appelez commandant Hippo qui était là, comment il s'appelle, Joseph Kabila. Et selon certaines informations, on dit même qu'il aurait été exfiltré de cet échec-là par le général John Numbi. Je pense que vous connaissez beaucoup de choses mieux que moi. Non, mais je pose la question. Moi, je ne fais que poser. C'est ce que je dis. Je pense que votre question a la réponse qui Non, répondez. Est-ce que c'est exactement ça? Parce qu'on dit que effectivement, dans ce qu'on appelle entre guillemets complot des Poueto, c'est Kabila, Joseph, qui était commandant des opérations, et il aurait même organisé une sorte de piège au point d'avoir le soutien pour être exfiltré et sauvé de la mort de John Numbi. Est-ce que c'est le cas? C'est pourquoi je vous dis, je vais vous donner une illustration. Je vais vous faire une illustration. Après la mort de Mouzé, tous ceux qui étaient plus proches de Mouzé Laurent Désiré Kabila, faites un saut dans la nature, dans le néant. Vous pouvez m'en citer quelques noms. C'est vous. Gaëtan Kakouji, Mwenze Kongolo, Mwenze Kongolo, Mpoyi, Victor Mpoyi, Ngenda, Raphaël Genda, même Mutombo Chibal. Vous allez voir que tous ces gens, Babimbaye, Joseph Kabila s'en est débarrassé. Et même si on est resté avec Abdoulaye Ndombasi, il n'avait plus aucune influence autour de Joseph. Par contre, regardez la ceinture de Joseph. Ce sont tous les anciens du RCD. S'il vous plaît, mon père c'est Ndanga, belge. Il est connu de plusieurs. Comment, par quelle magie, quelle capacité de pardon, quelle capacité de patience, de complaisance, je peux moi aujourd'hui coaliser avec ceux sur qui pèsent les soupçons de l'avoir abattu. Vous accusez quoi donc? Qu'est-ce que vous voulez dire? Joseph Kabila connaît quelque chose dans la mort de Laurent Désiré Kabila? C'est là où je rejoins mon confrère Zatman. À qui a profité le crime? Zatman a fait une interview dernièrement pour dire qu'il n'y a aucun élément aujourd'hui qui peut mettre en cause Joseph Kabila. C'est ce que je dis. C'est ainsi qu'il termine son film. Si vous voulez bien suivre ce film-là. Scandale dans les rues de Kinshasa qui a tué Laurent Désiré Kabila. Le meurtre de... Je voudrais que vous suiviez ce film-là, mais cette fois-là, ne le suivez pas du début à la fin. Suivez ce film de la fin jusqu'au début. Je sais que c'est un exercice difficile, mais je vous demande de suivre ce film documentaire des Atman de la fin jusqu'au début. Vous voulez dire quoi, Joël Kadindanga? Qu'aujourd'hui, en termes d'assassin de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila peut être tenu responsable d'une certaine manière d'avoir commandité la mort de son papa? En tout cas, je n'ai pas dit ça. Moi, je pose des questions. C'est tout ce que je dis. Je n'ai pas dit ça. Mais lorsque vous regardez le film des Atman, il termine par une question. À qui a profité le crime? Et lorsqu'on se pose cette question-ci, rentrons maintenant. Prenons cette question, qu'elle soit l'hypothèse du début. Parce qu'en fait, lui termine par une hypothèse. Après avoir donné les faits, parce que son documentaire est factuel. Il est totalement factuel. Il donne les faits et finit par l'hypothèse. Et pourtant, une étude scientifique aurait conduit les deux auteurs du film à commencer par l'hypothèse. L'hypothèse, c'est à qui a profité le crime? Si on doit répondre, c'est à telle personne, à Joseph, à tous ceux qui sont venus du Rwanda. Parce que le complot a été mené, les États-Unis, le Rwanda et quelques anciens gardes du corps des Massassou, selon ces documentaires, les conclusions peuvent être établies sans beaucoup de peine. Et c'est juste pour vous dire cela.
Donc en clair, Edi Kapen mérite sa libération. Ce ne sont pas eux qui ont tué Laurent Désiré Kabila. C'est pour cette raison que vous m'avez vu personnellement, comme Ndanga, me faire la porte de la libération de Edi Kapen, de Nelly et de tous les autres. C'est pour cette raison-là. C'est ainsi que je milite aujourd'hui pour que la secrétaire particulière de Mzee Laurent Désiré Kabila rentre au pays. Vous allez constater que tous les juges, les membres de la composition, dans le procès de l'assassinat de Mzee, sont tous morts. Celui qui faisait office du ministère public, le colonel Alamba, est mort, et tous dans des circonstances mystérieuses. Et tous ceux qui étaient avec Kapend en prison, allez leur poser la question. Eux n'avaient pas droit aux soins de santé, en violation de régime pénitentiaire qui disent, quand vous êtes malade comme Kamere, vous êtes en prison, l'autorité pénitentiaire doit vous permettre d'avoir accès aux soins. Mais dans quelles conditions le colonel Nkunda est mort? C'est un Katangé. Dans quelles circonstances celui qui est décédé à la prison dans l'Équateur? Donc, vous allez comprendre... Monsieur Bompengo. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont morts tous et l'objectif c'était qu'ils meurent tous. C'est là où je trouve que Edi Kapen a pratiquement il a un moral en béton. Il a un moral en acier. Parce qu'il n'a pas cédé. Vous n'avez jamais entendu qu'il est gravement malade et qu'il a demandé son évacuation. Vous allez entrer en prison, vous allez le trouver assis sous son parapluie et vous venez, vous parlez avec lui. Je crois que par rapport à ça, vous avez toutes les réponses. Joël Cadet, parlons un peu de ces quelques petits moments de gestion de Laurent Désiré Kabila. Il arrive au pouvoir dans les conditions décriées par vous. Après, il se sépare, mais Kabila nous gère quand même pendant quelques 3-4 ans. Comment jugez-vous la gestion? C'est vrai qu'à ce moment-là, il fait face à l'armée. Est-ce que c'était un démocrate? C'était un patriote? Est-ce que c'était un dictateur? C'était un tyran? Quelle est l'image que vous avez de Laurent Désiré Kabila comme président? La meilleure des questions de cette émission. Je vous dis, on peut le traiter de marionnette, de tout ce que vous voulez, mais Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est un patriote. Il a aimé son pays et il avait un idéal. Il avait un idéal, c'est prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, je me rappelle, j'étais encore étudiant, je me rappelle que nous avions une cantine populaire au campus. Donc nous achetions pas comme tout le monde la farine de maïs au campus. Et ça, grâce à Kanyama Kasese. Grâce à Kanyama Kasese, Mbujimai était approvisionné, Lubumbashi était approvisionné et il avait même un projet qu'on a jusqu'en Zambie. Le transport en commun. Et c'est là où je me suis dit que les solutions aux problèmes congolais se trouvent dans les mains de nos dirigeants, mais ils ne veulent pas exploiter ces solutions-là. Mzee Laurent Désiré Kabila arrive à Lubumbashi, nous sommes en train de nous bousculer pour aller au campus. Il exonère tous les véhicules de transport en commun. Tous les véhicules, bus et ainsi de suite. Et tout est propre maintenant. Vous pouvez vous aligner pour aller au campus, pour aller dans n'importe quoi. Et ce n'était plus une difficulté. Donc sur le plan du manger, sur le plan de la nourriture, sur le plan du transport, il a résolu ces problèmes dans moins de 3 ans. Troisième élément, il y avait des jeunes gens Katangé qui se promenaient sans emploi. Ils trouvent que non, ici il faut qu'il y ait l'emploi. Tous sont dans l'armée. Et on a résolu un problème de plus de 4 000, 5 000 jeunes gens qui pouvaient faire les koulouna dans la ville, qui pouvaient faire le bandit. Ce sont eux aujourd'hui que vous voyez qui assurent un peu la sécurité de notre pays et qui meurent au front. En tout cas, ça c'est grâce à Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous verrez que ce sont les efforts qui seront estompés une fois tués et rien n'a évolué ni en termes de Kanyama Kasese ni des autres projets. Laurent Désiré Kabila, héros national. Cet homme, cette marionnette que vous avez peinte ici, qui a aidé à zaïrianiser ou à congoliser une guerre d'agression, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila mérite d'être placé dans le Panthéon ou loge un Lumumba par exemple? Est-ce que vous pensez que le titre d'héros national, c'est un mérite pour Laurent Désiré Kabila ou c'est plutôt un titre galvaudé? Nous devons respect à ces patriotes et de là à faire de lui un héros national. Est-ce que vous pensez que c'est juste pour l'histoire? Vous avez senti que j'avais de l'émotion lorsque je parlais
de ces patriotes. C'est un homme qu'il faut honorer, dont il faut honorer la mémoire. C'est un homme qui mérite tout notre respect, toute notre profonde reconnaissance pour nous avoir réveillés un peu sur la menace aujourd'hui qui pèse sur nous avec l'infiltration de nos services de renseignement, de l'armée, de la politique, ainsi de suite. Même dans le journalisme, nous avons des gens qui ont été injectés pour déstabiliser le pays. Mais là, à dire qu'il est héros, c'est excessif, hein? C'est très excessif. Pourquoi? Vous avez vu dans quelles conditions il est devenu président de la République. Pourquoi n'a-t-il pas écouté ses frères lorsqu'on lui a demandé qu'on paye la facture de la guerre? Parce que c'était possible de négocier en 1997, en juin, en juillet, avec les Rwandais, avec les Ougandais, que les laisser s'infiltrer chez nous. Et aujourd'hui réclamer, ils ont eu la nationalité congolaise. Et aujourd'hui, vous ne sauriez jamais comment vous en débarrasser. Et c'est une épine sous les pieds de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pourriez tout faire. Comment est-ce que Mamadou Ndala a été tué? C'est ce que moi je dis, qu'il n'y a pas des ADF sur le sol congolais. La RFI vous trompe. La BBC vous trompe. Et elle a injecté ces gens ici pour continuer à nous injecter ça dans nos pensées. Ce sont les Rwandais, ce sont les M23. Ce sont eux qui ont tué Mamadou Ndala. Pour que Mamadou Ndala ait la victoire sur le M23, il était obligé pendant 2 semaines d'éteindre son téléphone et de demander à toutes ses gardes, parce que c'était des femmes, de ne pas répondre au téléphone de Kinshasa. C'est ainsi qu'il a réussi à le détruire. Et pour l'avoir, on a exploité toujours son entourage. Pour que les ordres, les orientations, le plan de guerre viennent de Kinshasa. Et la plupart de nos militaires qui tombent aujourd'hui en embuscade, c'est parce que dans notre armée, nous avons maintenant 2 catégories. Nous avons vraiment des militaires qui travaillent essentiellement pour le Rwanda ou pour l'Ouganda. Et nous avons les militaires qui travaillent pour nous. Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais ils ne savent pas s'engager, parce que toutes les fois qu'ils s'engagent, on leur rend des embûches, ils tombent dans les embuscades. Donc vous comprenez? Et ça, c'est Musée. Et pourquoi c'est Musée? Nous connaissons la famille de Musée à Lubumbashi, papa. On connaît la famille de Musée à Katouba. On peut les identifier tous. C'est ainsi lorsque la dernière fois j'ai fait une tribune sur les exigences bibliques pour devenir évêque. Avoir une seule femme. Vous pouvez vous marier à autant de femmes que vous voulez. Mais pour devenir évêque dans nos églises, de rêver nos églises à nous, il faut être marié d'une seule femme. Et il faut, deuxième condition, bien diriger ta propre maison. On pose la question à Musée. Quelle est la première dame? Il vous dit, la vôtre sera la quantième. Cette stabilité d'un foyer, cette moralité des mœurs peut être à la base de beaucoup de choses. Mais aussi, si vous avez un chef dont vous ne connaissez pas la vie du reste privé. Mais voyez, aujourd'hui, c'est ainsi que dans le journalisme, nous avons un problème de définir quelles sont les limites d'une vie privée. Voyez la gestion mauvaise d'une vie privée, là où elle a conduit toute une nation. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? S'il vous plaît. Attendez, vous voulez nous ramener dans l'affaire de l'affiliation de Kabila. Regardez, je vous pose la question de manière... Vous êtes tellement intelligent que vous voulez me tourner autour du pot. Joseph Kabila est-il le fils de Laurent Désiré Kabila, oui ou non? Je ne veux pas répondre à vos questions directes et fermées, chers confrères. Vous êtes tellement subtil et très intelligent que je ne tomberai pas dans votre piège. Je répète, j'ai dit vous parlez des questions de moralité. S'il vous plaît. Moi, j'ai dit que le venin se trouve dans la queue. Je vous amène là où il y a le venin. Je vous dis ceci. Est-ce que Joseph Kabila est-il le fils de Laurent Désiré Kabila? Je dis ceci, je répète, chers confrères, que dans la Bible, pour nous chrétiens, pour devenir évêque, il y a 3-4 conditions. La première, être mari d'une femme. La deuxième, bien gérer son foyer. Et donc, les tenir responsables, être modeste, tout. Si la Bible donne ces conditions ici, c'est parce que la gestion d'une vie privée peut avoir de l'influence sur les déroulements de la vie communautaire au sein d'une église. Ça voudrait dire, je réponds à votre question. Ouais. Je voudrais répondre à votre question. Ça voudrait dire une gestion immorale des mœurs peut avoir de l'influence négative sur la gestion de toute nation. Laurent Désiré Kabila avait des problèmes de mœurs? Nous en souffrons. Montrez-nous la première dame de M. Laurent Désiré Kabila avant sa mort. Montrez-moi
La première dame, aujourd'hui nous avons eu dans ce pays 4 ou 5 premières dames. Nous avons eu Maman Antoinette, nous avons eu Maman Bobi Ladawa, nous avons eu Maman Olive Lembe Kabila, nous avons aujourd'hui Maman Denise Nyankeru. Montrez-moi la première dame de M. Laurent Désiré Kabila. C'est la période où nous avons passé sans une mère nationale. Joël Kadé, vous me fouillez. Et c'est pour vous dire ceci, que à une personne de cette nature, moi je ne vois pas en quoi on peut lui coller. C'est ainsi que nous, moi personnellement, je milite que cette année, c'est l'année du centenaire du message prophétique de Papa Kimbangu. Que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse l'élever au panthéon de héros nationaux. Au condescend de Laurent Désiré Kabila. En tout cas, qu'il s'agisse de lui ou de l'autre là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui mérite ce poste. Je crois les généraux tels que Mayele, Baouma, Mbunza Mabé le mériteraient mieux. J'aurais voulu qu'il y ait un ordre. Même le jour où on va, moi là, me décorer, ordre, ceci, cela, je jetterai cette la médaille. Je vous dis. Joël Kadé, parlons un peu en quelques minutes qui nous reste finalement de l'héritage de Kabila. Même si vous ne me répondez toujours pas, mais nos spectateurs comprennent. Joseph Kabila est-il le fils de Laurent Désiré Kabila, oui ou non? Je voudrais que nous parlions de l'héritage comme vous avez demandé. Non, attendez, c'est moi qui pose des questions. Joseph Kabila est-il le fils de Laurent Désiré Kabila? Ou vous qui avez étudié la vie, le combat de Kabila, est-ce que Joseph Kabila est-il le fils biologique de Laurent Désiré Kabila? Nous sommes africains. Et moi j'ai un fils qui est en Belgique aujourd'hui, c'est Giulio Luzitu. Il n'est même pas de mon village. Je connais ce fils-là, tu l'as adopté. Voilà. Je le connais. Donc, je connais même son papa. Ouais, bref, je connais ses oncles qui sont aussi dans la profession. C'est votre fils, vous l'avez adopté. Je pourrais le présenter à n'importe qui comme mon fils. Ça veut dire quoi? Et il a droit à tout mon héritage, à l'instar de Fadi, de Promesse, de Elongo, de Graël et de Joël Kadé. Ça veut dire que Joseph Kabila est un fils adopté. Je vais vous répondre, je vais vous donner la réponse que m'a donné son aide du camp. J'ai posé cette question à Edi Kapen. Il me répond, je suis ton grand frère. Je suis aujourd'hui ici en prison. Mais pendant que je suis ici, j'ai eu des enfants. Ces enfants sont miens ou pas? Je lui réponds, oui, ils sont miens. Alors, quelle est la preuve qui te le démontre? Parce que ta belle-sœur aussi peut me mentir. C'est ainsi qu'on dit que la paternité c'est une présomption et que la maternité c'est ce qui est sûr. Non, bon, et donc, aujourd'hui avec l'ADN on peut certifier la paternité. Bon, parlons autre chose. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas entrer en profondeur, mais nos amis ont compris que tu as des doutes sur la paternité la filiation des Kabila à Laurent Désiré Kabila. C'est pas grave. Parlons de l'héritage de Laurent Désiré Kabila. Son fils, que vous refusez de reconnaître formellement comme tel, prend le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, que Jeannette Kabila a mis en place, avec les 18 ans de son frère jumelle, Joseph Kabila, les Kabila fils ont-ils pérennisé le combat, l'idéologie de leur papa, ou ils ont galvaudé tout ça? En tout cas, Kabila a désacralisé l'héritage de Musée Laurent Désiré Kabila. Kabila Joseph. Kabila Joseph a désacralisé l'héritage de Musée Laurent Désiré Kabila. Et ce, sur tout le plan. Qu'il s'agisse du plan du développement dans lequel Musée Laurent Désiré Kabila avait engagé la République démocratique du Congo, déjà avec les cantines partout, avec les services. Voyez un peu le projet Bukangalonzo. Plus de 280 millions de dollars. Dilapidé comme ça. Alors que le projet de Kanyama Kasese n'avait même pas coûté plus de 500 000 dollars. Parce que le budget à l'époque, je vous rappelle, que c'était 500 000 dollars l'an, le budget de Musée Laurent Désiré. Mais avec ce budget-là, sans un appui extérieur, Musée Laurent Désiré Kabila payait aux militaires 100 dollars. Et dites-moi aujourd'hui, un colonel est payé combien? Tel que laissé par son fils. Donc c'est quelqu'un qui est venu pour détruire de l'intérieur tout l'héritage des musées. Musée avait réussi déjà avec les forces d'autodéfense populaire
a constitué déjà des petites forces qui pouvaient faire face à l'agresseur. Tout a été désarticulé. Mouzé a fait en sorte que les services de renseignement soient tenus essentiellement par les Congolais, qui ont l'amour du pays. Mais aujourd'hui, tout ce que vous faites à Kinshasa est partagé immédiatement à Kigali, à Kampala ou à Bujumbura. Donc, tout a été désacralisé. Aujourd'hui, nos services de renseignement, qui sont pratiquement... Parce que vous savez, vous avez un corps, il y a les globules blancs qui s'efforcent à tenir tête à tous les ennemis qui peuvent venir de l'extérieur. Malaria, fièvre typhoïde. Et donc, c'est lorsqu'un peu les ennemis de l'extérieur ont une petite force sur nos globules blancs que vous allez tomber malade. Mais il y a plusieurs fois, même Covid ici, vous pouvez même en avoir déjà été atteint. Mais parce que vos globules blancs étaient forts, ils ont fait face à ça et vous étiez calme. Mais quand vous tombez malade, c'est ainsi qu'on demande l'appui extérieur, les médicaments. Mais aujourd'hui, nos services de renseignement sont désarticulés. Nos services de sécurité sont désarticulés. Notre système sécuritaire et immunitaire a été désarticulé. Par Joseph? Mais c'est par qui? Mais ça, il a détruit tout l'héritage de Mosée Laurent. Aujourd'hui, nos frontières sont poreuses. Aujourd'hui, ce sont des quelques individus qui sont devenus puissants et riches, et tandis que l'État est faible. Lorsqu'aujourd'hui vous regardez l'hôpital Mama Emo, et on vous dit, un individu vient et vous dit non, c'est un hôpital, ceci, cela, c'est puissant. Allez au jardin zoologique, il n'y a plus rien. Mais les hommes et les individus sont devenus des touristes, donc des gardiens des grands jardins. Allez, comparez Kingakati au jardin botanique, au jardin zoologique. Donc c'est juste pour vous dire que, voilà, il a détruit tout l'héritage de Mosée Laurent Désiré Kabila et qu'il a facilité la tâche aux agresseurs qui se sont aujourd'hui imposés chez nous de telle sorte que je ne sais même pas avec qui je parle, avec qui j'ai étudié, avec qui, et vous avez vu de quelle façon l'ambassadeur ici qui a étudié avec nous à l'université de Lubumbashi se comporte, que ce soit dans la presse. Je puis vous dire que dans tous les domaines de la vie nationale, sauf les chauffeurs des taxis, sauf les Wewa, mais nos frères sont dans l'armée, nos frères sont dans l'esprit des renseignements. Vous parlez de quel fois? Des Rwandais? Mais oui. Parce qu'on n'a jamais eu de problème avec eux. Moi, j'ai failli épouser une Tutsi. Hein? Dans mon jeune âge, on a bien vécu avec eux. Mais c'est aujourd'hui des gens qui sont formés au préalable pour qu'on les jette comme journalistes, qu'on les jette comme tel, comme tel. Donc voilà, en rapport avec l'héritage. Et je vous ai demandé ici de faire un saut dans la nature pour voir tous ceux des amis des musées. Le fils s'en est débarrassé. Et je vous ai demandé tous ceux avec qui Mouzé a évolué. Il a pris le pouvoir. Ils sont où? En dehors du général que vous avez cité, le général John Numbi, de Katumba Mwanké. Dites-moi qui d'autre de l'entourage de Mouzé était encore dans l'entourage de Joseph Kabila, où était le puissant, l'incontournable dans toutes les décisions de Mouzé. Maintenant, c'était devenu le frère Azarias Rouberwa. Sans base, sans parti politique, sans fief électoral. Mais il a été dans tous les gouvernements, de toutes les négociations, avec un petit ministère et une forte influence. Donc voilà un peu ce que je puis dire. On va terminer cette émission. Ça fait plus d'une heure qu'on est en train de le faire. Les Congolais vous regardent. Qu'est-ce que l'on retient de Laurent Désiré Kabila? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous pensez que il faut absolument poursuivre Joseph Kabila pour trahison, pour... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sera le mot de la fin. J'ai même du mal à trouver la formulation de la question. Bon, vous savez, j'ai toujours dit à mes enfants, mes filleuls, le temps est le meilleur juge. Le temps est le meilleur juge. Et Dieu est le suprême juge. Donc laissons que le temps nous dira quoi. Bien que dans la vie aujourd'hui, beaucoup de choses restent secrètes, nous saurons un jour. Les nouvelles technologies vont nous aider. Nous allons savoir un jour qui a tué Mouzé. Nous saurons un jour qui a tué Alamba. Nous saurons un jour qui a tué tous les juges qui ont jugé Kapend. Nous saurions un jour qui a tué le compagnon de Kapend. Nous saurions un jour. Un jour viendra. Ça se saura. On saura qui a tué Katumba Mwanké. On saura pourquoi Naouej est mort. On saura pourquoi... Katumba Mwanké n'est pas mort dans un accident?
On saura tout ça un jour. On le saura un jour et on saura qui a tué le général, le lieutenant général Monkoutou. Paix à votre âme, qui vient de nous quitter depuis hier, l'auditeur général des Forces armées de la République. Déjà, Monkoutou, on dit qu'il est décédé de corona. Bon, aujourd'hui, la seule et simple maladie qui tue, c'est le corona. À la présence, c'est le corona. Partout, c'est le corona. C'est tout ce qui tue. Sauf à Kingakat. C'est ça que j'ai dit. L'unique maladie qui tue les gens, c'est le corona. Olé bilongo ambo. Zalamba. Zalamba aussi, non. Corona et Landao. Joël Kadé, monsieur Sili. Merci beaucoup, mon frère, d'être venu. C'est moi qui vous suis. Tu nous as irrigués, tu nous as alimentés, tu nous as permis d'avoir au bas congolais, au mémoire. Nous espérons qu'un jour nous serons totalement libres de vous fournir tout ce que nous gardons comme secret. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Notre invité ce soir, c'était Monsieur Joël Kadé Ndanga. Je rappelle qu'il est éditeur responsable du journal Impact News. On a plutôt exploité sa casquette d'internationaliste, quelqu'un qui connaît un peu bien les Grands Lacs, surtout qu'il a fait des recherches sur cette affaire de l'avancée et de la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir comme téléspectateur. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.